Le Forêt, situé entre deux grandes régions culturelles, l'Auvergne et la région de Lyon, est situé dans le département de la Loire. Le Forêt, il a la caractéristique d'être traversé par l'un des plus longs fleuves d'Europe, le fleuve la Loire, qui prend sa source au mont Gerbier-de-Jonc pour se jeter dans l'océan Atlantique. C'est une plaine riante, une plaine d'effondrement qui est piquetée d'étangs et de pics basaltiques puisqu'il y a eu une ancienne activité de volcans et à l'est comme à l'ouest, deux chaînes de montagnes l'encadrent, les monts du Lyonnais qui séparent le Forêt de la région de Lyon et les monts du Forêt culminant à 1634 mètres qui font la frontière avec la région Auvergne. C'est un territoire petit en espace et qui pourtant a une histoire très longue, très ancienne. On pourrait la faire remonter à l'époque antique, à l'époque où le territoire était habité par une tribu qui s'appelait les Ségusiaves, une tribu celte. Jules César va être en contact avec eux et dès l'époque de César, on dit que le territoire des Ségusiaves était un vaste territoire s'étendant des monts du Forêt jusqu'au fleuve du Rhône et de la Saône jusqu'à Lyon. Dans le territoire ici, ils avaient un marché, un petit centre d'affaires que les Nomains ont nommé Forum Segusiavorum et c'est donc le nom de Forum Segusiavorum qui a donné le nom de Feurs, Feurs qui est aujourd'hui l'une des villes de la plaine du Forêt. Cependant, les Ségusiaves sont encore très attachés à leur mode de vie rural. Ils vivent à l'écart des petites villes dans les campagnes et ils vivent aussi sur des points fortifiés qu'on appelle des oppidas et l'oppidum le plus connu du territoire du Forêt est celui d'Essalois situé sur la commune de Chambles. Ces Ségusiaves ne sont pas inactifs, ils font partie d'une civilisation celte qui est par ailleurs brillante et ils font du commerce. On a retrouvé des monnaies qui venaient de tout le pourtour méditerranéen, donc qui nous prouvent qu'en fait déjà le Forêt à l'époque antique avait des connexions avec le monde extérieur. Nous avons la chance dans le Forêt d'avoir découvert au XIXe siècle les deux trésors gallo-romains les plus importants. Il s'agit du trésor de Saint-Sixte et de celui de Saint-Paul-du-Sort. Ces trésors, c'est en fait la fortune privée de riches propriétaires qui sont enterrés parce qu'il se passe quelque chose de grave sur le territoire. Dans des chaudrons, on y enterre des pièces de monnaie, des bijoux et des objets de valeur. Les trésors de Saint-Sixte et de Saint-Paul-du-Sort, apparemment, n'ont jamais été retrouvés par leurs propriétaires. On dit qu'ils ont été enterrés vers 262 après le Christ. Le Forêt naît en fait de la scission d'un ancien État qui était le comté de Lyon, qui à partir de 1173 va se diviser en deux parties. La partie qui est traversée par le fleuve, par la Loire, va devenir un État complètement indépendant qu'on va appeler le comté de Forêt. Et à partir de 1173 et durant presque 2 siècles, le territoire Forêt, le comté de Forêt va vivre totalement autonome avec comme capitale Montbrison et toute une série de comtes qui vont se succéder pendant ces 2 siècles. Ces comtes vont construire, vont aménager, vont administrer. C'est à eux qu'on doit un héritage très conséquent, les étangs. Les étangs, notamment, ont été aménagés à leur époque, à l'époque médiévale. Il faut
faut savoir que la plaine du Forêt est un espace très argileux qui rend difficile la mise en culture et qu'on a trouvé un moyen pour s'adapter à ce territoire un peu compliqué en créant des étangs. En créant des sortes de petits barrages qui bloquaient l'eau et ainsi permettre l'eau de s'accumuler. On maintenait l'eau ainsi pendant 3 ans, ce qui permettait le développement d'une pisciculture. On élevait notamment dans ces étangs des carpes, mais aussi des brochets, qui permettaient notamment à l'époque médiévale de pouvoir alimenter en poissons toute la région. Donc on se retrouve ici au centre de la ville de Montbrison, dans le cœur historique de cette cité qu'on considère comme la capitale historique du Forêt. Cette ville s'est construite essentiellement au XIIe et XIIIe siècle. Elle s'est construite depuis la forteresse des comtes de Forêt qui se dressait au-dessus de la ville sur ce qu'on appelle aujourd'hui le Calvaire, cette petite colline qui domine la ville. Et elle va se construire le long d'un grand chemin qu'on appelle le grand chemin de Forêt qui permettait de relier les grandes foires de Champagne au port du Languedoc. Et c'est le long de cette voie, très empruntée par les marchands, mais également par les pèlerins, que la ville, tout doucement, au XIIe et XIIIe siècle, va se construire et se bâtir. Et c'est le long de ce grand chemin de Forêt, qui était une sorte de rue un peu élégante à Montbrison, qu'on va progressivement voir apparaître un certain nombre d'édifices, à l'image du lieu où nous sommes, ce qu'on appelle, on va dire, des hôtels particuliers, construits par des notables, nobles, bourgeois, et généralement organisés autour d'une cour intérieure. Alors, tous ces lieux sont un peu créés de la même manière, avec 2 bâtiments qui se font face, et pour les relier, une galerie. Ici, on a la chance d'avoir une galerie fermée qui est posée sur toute une série de chapiteaux qui nous renvoient à la Renaissance. C'est le comte Guy de Forêt qui va réellement commencer la construction politique du comté. Alors quand il arrive dans ces nouvelles terres, certes les comtes ont eu par le passé quelques châteaux plantés de ci, de là, dans certaines petites villes et villages, mais la paix est loin de régner et surtout l'unité du comté est à faire. En l'absence de pouvoir fort, les abbayes lyonnaises de Bourgogne et d'Auvergne vont lancer la construction de filiales que l'on appelle les prieurés. Un prieuré est un petit établissement religieux, un petit monastère qui peut accueillir entre 6 et 20 moines, selon l'importance de l'abbaye-mère. Imaginez-vous qu'entre la fin du Xe siècle et le début du XIIe siècle, c'est près d'une 60aine de prieurés qui sont construits dans le Forêt. On peut réellement parler d'un maillage politico-religieux à cette période-là. Donc les comtes de Forêt, on leur doit aussi l'aménagement des Hauts-de-Chaume, donc la partie haute des monts du Forêt, qu'on croit à tort être des grands espaces naturels. En fait, ce sont des espaces qui ont été aménagés par l'homme, aménagés par ces comtes de Forêt pour créer des pâturages, pour développer l'élevage, et notamment l'élevage laitier pour produire du lait. Et c'est de cet élevage laitier qu'est née par la suite la fourme de Montbrison, puisque la fourme de Montbrison est tout simplement une transformation de ce lait qui a été produit en plus grande quantité grâce à l'aménagement notamment de ces Hauts-de-Chaume à l'époque médiévale. On peut situer l'âge d'or du comté réellement
au XIIIe siècle et jusqu'au début du XIVe siècle, avant que ne débutent les calamités de la guerre de Cent Ans, de la peste noire et des famines répétées. Il faut consolider le comté et surtout faire de Montbrison une vraie capitale et la doter de monuments de prestige. Le comte Guy IV, en 1223, fonde la collégiale Notre-Dame d'Espérance dans la ville de Montbrison avec un quartier de chapitre et des chanoines qui devront ouvrir une école pour former les futurs hauts fonctionnaires du comté. On dote la ville de remparts pour protéger le château et surtout, sous Jean Ier, on va construire une magnifique salle, la salle héraldique de la Diana, salle des fêtes prévue à l'occasion du mariage de Jean Ier et d'Alix de Viennois en 1296. Jean Ier va ordonner la décoration très spécifique de cette salle, ornée de plusieurs centaines de blasons peints à même le plafond de cette salle. Elle est l'une des plus anciennes salles héraldiques de France.